Bonjour à tous, bonsoir, c'est Nangadef, je pense, on dit là-bas. En tout cas, Binso Moubo, vous êtes sur l'incubateur de solidarité, c'est le lieu où nous retournons pour faire cet échange de savoir, pour faire cette mutualisation de connaissances, cette idée justement d'aller au-delà des principes, au-delà de la théorie, au-delà des vœux, pour tenter de transformer nos belles intentions en actions de solidarité. Parce qu'il faut y arriver. Hein. Moi, je discutais encore avec un ami hier, et il me disait, euh, c'est très bien ce qui se fait, ce que les autres font, mais on passe le temps à admirer ce que les autres font. Les autres, c'est nous. Nous devons participer à l'action. Nous ne pouvons pas dire, il me dit, non, non, je suis un activiste de l'ombre, je suis quelqu'un, je travaille plutôt dans l'ombre. Je dis, ben, le problème, c'est que la nuit n'arrive pas encore. Nous sommes le jour. Si vous continuez à être ceux qui travaillent seulement la nuit, on va attendre longtemps la nuit. Alors, il faut se mettre à la tâche, il faut mettre le pied à l'étrier quand on parle de solidarité, quand on parle d'action, ça veut dire chacun doit se mettre en mouvement. Nangadef, bienvenue Viviane Solange-Beng. maa ngi fi rek Nana. Ah, C'est un plaisir de te retrouver encore oui, c'est vrai. C'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, on a une belle expérience qui date maintenant de quelques longs mois, d'années. C'est vrai qu'entre-temps, j'avais interrompu le cursus habituel de mes rencontres parce qu'il y a la crise du coronavirus, la pandémie, et puis avec un collectif, je me suis engagé sur cette démarche à sensibiliser, à soigner des gens avec des médecins, avec des nutritionnistes. Bien sûr, on a travaillé depuis le début, de toutes les façons. Hein. On a fait des soins à distance, on a vraiment de la mort. Et là, on a été absolument fiers. Et c'est cette entreprise que nous continuons aussi sur cette plateforme Menta Solidaire où toutes les compétences sont bienvenues. Et je vais dire que c'est quand ça se passe bien, quand on a quelques principes, quelques vertus, notamment tournées vers cet élan de solidarité, il y a des énergies qui circulent assez bien et je me souviens des moments magnifiques, de partage avec Viviane Solange. Et lorsqu'on se retrouve là, c'est un petit peu comme si c'était hier. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps qu'on a discuté. Oui, c'est vrai, le temps se passe vite et c'est comme Le si temps c'était passe hier. vite et elle nous ramène ce soir, vous l'avez compris, hein, pour ceux qui nous regardent lorsque nous serons là. Nous allons notamment avoir comme menu le bonheur de la liberté. Nous parlerons aujourd'hui de la première partie. Hein, je m'intéresserai notamment à la première partie de ce roman. Et puis, nous nous retrouverons parce que Solange connaît l'habitude. Chez nous, on ne passe pas juste une fois, on passe pour longtemps. Comment ça va à Dakar déjà? Parle-nous du Sénégal. Comment ça va en ce moment? Oui, ça va, à Dakar, ça va. Donc, en ce moment, comme partout dans le monde, nous vivons la pandémie du Covid. Donc, Oui. ça a mis un coup d'arrêt à beaucoup d'activités au Sénégal. Donc, actuellement, dans l'administration, par exemple, nous travaillons plus, nous sommes plus en télétravail, comme je le fais présentement. Donc, on a diminué un peu nos déplacements, les présentiels, les activités, les séminaires, les ateliers. On a beaucoup diminué les activités. Mais également, nous sommes en période de couvre-feu et d'état d'urgence qui a été déclaré par le gouvernement. Tout ça pour vous dire que nous sommes dans une période une ère Covid et Oui. ça a beaucoup impacté les habitudes, ça a beaucoup impacté les activités économiques notamment et ça se ressent dans le pays. Donc sinon, à part ça, Et, nous avons beau temps dont nous ne ah pouvons pas oui, profiter. Oui, il fait un peu doux en ce moment à Dakar. Au Sénégal, il fait doux. Donc, tout à l'heure, c'est intéressant de me parler du temps parce que moi j'ai une question, je vais te poser tout à l'heure, on va y revenir. Parce que le marqueur du temps dans ton ouvrage semble être l'hiver. Parce qu'à chaque fois, je te entends parler des hivernages. Je trouve ça très intéressant de parler d'hiver et en même temps d'optimisme. Parce que l'hiver, dans d'autres contrées, notamment l'Occident, est symbole et symptôme de morosité, de repli sur soi, d'obscurité. Mais en fait,
dans ton livre, tu l'utilises comme marqueur. Ça peut être un effet peut-être volontaire, je ne sais pas. Exactement, c'est un effet volontaire. Donc, dès le départ, dès le début du roman, parce que quand même, Oui, il faut faire la différence entre l'hiver, comme ça se passe en Europe, et l'hivernage chez nous. Donc, l'hivernage, c'est la saison des pluies. Et quand on sait que nous sommes dans des pays sahéliens où les gens vivent de l'agriculture et tout, donc l'hivernage est symbole d'espoir, d'espérance. Donc, c'est une saison que les paysans attendent avec beaucoup souvent d'inquiétude quand les pluies tardent à tomber. C'est vraiment une saison d'espoir, une saison d'espérance d'une bonne récolte. Et il y en a même qui font des prières allant dans le sens d'un bon hivernage. Mais en même temps, il y a cette dichotomie entre l'hiver également. Donc l'hiver qui représente le froid, la grisaille, tout ce qui va avec, voilà. Et moi, si vous voyez bien, dès le départ, mon héroïne est rentrée en hivernage. Donc, il faisait sombre, il y avait les grondements des tonnerres et tout. Et elle est née également en période d'hivernage également. Et les grondements de tonnerre ont accompagné sa naissance, son premier cri. Et c'est pour montrer l'image. Sa vie ne sera pas facile en fait. C'est pour apporter cette image-là d'une vie qui ah, ne sera pas d'accord. facile. C'était pour planter le décor, pour dire que la vie ne sera pas facile, mais en même temps, c'est ça qui fait le charme de la vie. On va en parler, Oui, parce que notamment, tu écris en page 28 que la joie de vivre est la meilleure manière de remercier Dieu d'exister. oui. On va y arriver. Je salue tous ceux qui nous rejoignent et je les prie de partager notre émission dans différents réseaux. Je suis avec Viviane Solange-Bang, nous sommes à Dakar, nous sommes au Sénégal. Et comme vous l'avez déjà compris, nous allons parler beaucoup de culture, nous allons parler de l'Afrique, nous allons parler des rites, nous allons parler des rituels, nous allons parler des petits symboles, de ces petites choses que je vois un petit peu dans ce livre qui me ramène effectivement à ce lieu et qui me rappelle. Il y a d'autres choses qui me rappellent aussi mon village, c'est-à-dire qu'à Banganté, mais je dis, mais finalement, c'est pas faux que nous ne sommes pas si différents, quoi qu'on veuille absolument nous faire croire que nous sommes différents, en fait. Non? Exactement. Comme vous remarquez, j'ai beaucoup fait appel à cet aspect traditionnel, à cet aspect de rituel. Ça, c'était un hommage que je voulais Oui, rendre à la terre de nos ancêtres, à notre culture, pour dire que nous ne sommes pas issus du néant, nous ne venons pas du néant, nous avons une culture, nous avons une tradition, nous avons nos us et coutumes. Et on a beau être moderne, on a beau être éduqué sous une certaine manière, mais cela n'empêche pas de garder notre culture, d'être enraciné dans notre culture. Et c'est cet esprit d'ouverture et d'enracinement aussi que je c'est ça. fais à ce moment-là. Oui. Cette ouverture et enracinement par nos C'est ce que nous allons. recettes. J'espère que la connexion va nous permettre d'avoir la qualité de l'entretien, d'avoir toute la quintessence de la connaissance que peut nous apporter Viviane dans sa substance la plus fine, la plus pertinente. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que le Sénégal, Dakar est le meilleur lieu pour parler effectivement de cette ouverture. Dakar, c'est quand même la terre de Senghor, avec sa civilisation de l'universel. On a beau décrier Senghor sur ce que certains ont pu considérer comme une quelconque trahison, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il a bien raison, notamment avec, nous en avons souvent évoqué, avec cette émotion nègre et la raison hélène. En tout cas, ce que je veux dire, cette civilisation du donner ou du recevoir, c'est aussi ce qui nous inspire. Dakar est le meilleur lieu pour cela. Et l'idée, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble là avec cette jeune sociologue que vous voyez. C'est une dame bourrée de talent, bourrée de connaissances, l'air de rien. Justement, c'est ça la démarche, c'est-à-dire que nous pouvons être dans une ouverture tout en étant nous-mêmes. Il ne s'agit pas, il n'y a pas un clivage à opérer, et c'est justement cette capacité de métisser son rapport aux choses, son rapport à la vie qui fait la beauté de la vie, non? Oui, Viviane. Oui, j'ai pas bien saisi la dernière partie de ton intervention, mais je pense que c'est ça en fait.
moi, je me vois bien là. Il faut mais également être également prendre des repères, avoir des repères qui sont basés sur sa culture, sur sa tradition, sur ses valeurs culturelles. Parce que moi, je dis que c'est ça qui nous définit. Et l'école nous a donné la connaissance, le savoir, mais ce qui nous définit, ce qui fait notre valeur, c'est nos valeurs intrinsèques viennent de cette culture-là. Et nous ne pouvons pas nous défaire de cette culture. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours appelés à retourner, à faire un retour vers nos valeurs ancestrales, vers notre culture. Et c'est ça qui fait notre grande différence. Donc, perdre cette part-là de soi, c'est perdre son humanité en quelque sorte. Et moi, j'ai voulu, c'est pour cela que j'ai voulu faire apparaître cet aspect culturel, cet aspect traditionnel dans le roman. Et ça, ce sont des choses que j'irais de ma culture, ma tradition en tant que Sénégalaise, en tant qu'Africaine. Donc, je voulais faire surgir cet aspect et montrer aux gens qu'on a beau être moderne, on a beau être éduqué selon une certaine norme, mais cela n'empêche pas d'être ancré dans sa tradition, dans sa culture. Je ne sais pas ce que tu en penses. On va parler, on va entrer dans le roman. Hein. Je dis aujourd'hui, c'est la première partie d'une série d'entretiens avec Viviane Solange, qui est donc romancière, qui est sociologue, vous le savez maintenant. Et je vais aborder, il y a beaucoup de choses à voir. En tout cas, avec elle, c'est toujours d'une très grande richesse, d'une grande fulgurance. Profitez-en. Vous pouvez poser vos questions comme vous avez l'habitude, vous le savez. Vous pouvez surtout aussi partager pour qu'il y ait un maximum de personnes. Je suis content de voir Aïssatou Sisra qui est de retour parmi nous, qui va probablement faire qu'il y ait un maximum aussi de personnes qui en profitent. Madeleine Jononceau, Chantal Ogada, toujours là, Florence Nana, Madeleine Bishop-Berger et tous les autres, Marie Latantinade, ça c'est la garde rapprochée qui est là, tant mieux. Et invitez donc un maximum de personnes pour que nous puissions parler de notre culture et pour qu'on puisse le voir, en fait, l'examiner, pour qu'on puisse la regarder, cette culture, à travers les yeux de Viviane, qui nous présente donc son origine, Sarah. Sarah. Sarah, pourquoi Sarah? Le nom Sarah m'est venu comme ça. C'est venu comme ça. C'est un nom que j'ai aimé et que j'ai utilisé comme ça, mais ça n'a pas une signification particulière pour moi. Donc, et aussi, comme il y avait sa sœur qui devait s'appeler Satou, j'ai cherché un nom qui pouvait bien coller entre Sarah et Satou. Donc, Sarah Satou, ça marche bien, c'est vrai. Alors, avant de revenir sur les détails qui m'intéressent dans cette première partie, je voudrais dire que, en fait, tu as conçu ce livre comme un questionnement sur le sens de la vie et sur le bonheur, de façon générale. Et pourquoi? C'est quoi le sens de la vie? Parce qu'en fait, moi, cette thématique du bonheur, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que moi, peut-être par déformation professionnelle, étant sociologue, je m'intéresse souvent à mon environnement, j'ai regardé les gens, comment ils fonctionnent, comment ils vivent, comment ils font. Et moi-même, je me suis une fois posé cette question-là, que représente le bonheur pour moi? C'est quoi le bonheur pour moi? Donc, partant là, je suis partie à la quête de moi-même, à la découverte de moi-même. Et en trouver les réponses à ces questions-là, je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas que les gens aussi, qu'on les sensibilise sur cette thématique? Parce que une chose est sûre, nous tous concourons au bonheur. Le bonheur et tous les êtres humains concourent au bonheur. Mais chacun y va avec ses valeurs, chacun y va avec ses croyances, chacun y va avec ses normes. Pour certains, le bonheur sera purement matériel, matérialiste. Pour d'autres, le bonheur est purement spirituel. C'est à d'autres niveaux. Et c'est ça, en fait. Mais est-il que tout
gens-là pour le fait que le bonheur, c'est maintenant. C'est pas demain, ni après-demain, mais le bonheur, c'est l'instant présent. Il se vit au présent. Et souvent, autour de nous, les gens peinent à vivre cet instant présent-là. Les gens peinent à profiter du présent, étant peut-être accrochés à un passé qui est révolu Oui. et à un futur qui n'est pas encore arrivé. Donc, une manière de dire aux gens qu'il faut vivre le maintenant, peu importe les normes que vous vous êtes fixées. Mais parce que le bonheur est intrinsèque à chaque individu. Il n'y a pas un seul bonheur, il y a plusieurs sortes de bonheur. Quel que soit le bonheur auquel les gens aspirent, qu'ils sachent que le bonheur, c'est maintenant. Ce n'est ni hier qui est passé, ni demain, mais c'est maintenant. Il faut profiter de maintenant, profiter des bonnes choses et des belles choses que la vie nous offre. Par exemple, nous sommes en moment de Covid. Au lieu de ressasser, d'être dans le noir, parce que tout ça va avec la vie. La vie est haut et de bas. Mais quand arrivent les moments bas, les moments durs, il faut se dire toujours qu'il y a et profiter des belles choses que la vie nous offre et ne pas se focaliser que sur les mauvaises choses, sur les malheurs, sur ces choses-là qui en fait nous empêchent d'évoluer et qui nous empêchent vraiment de profiter de la vie. Donc c'est ce que je voulais dire à travers ce roman-là. Et c'est ma philosophie du bonheur aussi. C'est cette philosophie positive du bonheur qui consiste à voir le verre plutôt à moitié rempli qu'à moitié vide. Donc, c'est ça. Justement, comment quelqu'un qui vit certain nombre d'épreuves, je ne sais pas, des difficultés, peut se demander comment on vit dans le bonheur, comment vivre l'instant présent. Voilà, quand on a un instant présent qui est fait de douleur, de maladie, de souffrance, de détresse, de déprime, comment vivre dans cet instant présent puisque cet instant présent est douloureux? Ça veut dire qu'il faut savourer la douleur? On peut l'entendre comme ça? Puisque c'est l'instant présent. Pas savourer la douleur, parce que pas savourer la douleur, parce que quand on parle de savourer, ça veut dire qu'on tire du plaisir dedans, alors que je ne pense pas qu'il y ait, sauf si on est machiste, je ne pense pas qu'il y ait du plaisir dans la douleur. Mais en tout cas, l'idée pour moi, c'est de dire que si on demande de vivre l'instant présent, pour certains esprits, on peut l'entendre comme le fait d'accepter le moment présent et d'y être complètement. Et si quelqu'un se sent comme sur des charbons ardents dans l'instant présent, il faut qu'il y demeure donc dans ces moments difficiles. C'est ça? Qu'il l'expérimente. Comment il fait? Dans ces moments-là, ce qu'il faut faire, moi je dis qu'au lieu de se laisser abattre, par exemple, la personne qui vit un deuil, au lieu de se laisser abattre par la perte de l'être cher, au lieu de rester là à se morfondre, au lieu de se dire que ma vie s'arrête là, je ne vais plus rien faire. Non, moi je dis que dans ces moments-là, il faut relativiser. Bon côté. Ceux pour qui le volet spirituel est très poussé chez eux peuvent se dire, au lieu de rester là à pleurer, à morfondre, à me couper de toute vie ou de toute interaction sociale, ils peuvent plager dans la prière et essayer de. Donc, au lieu de bas, c'est qu'on tombe, au lieu de rester par terre, essayer de se relever, essayer de puiser au fond de soi-même les ressources nécessaires pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir avancer. C'est ça, en fait. Et c'est en avançant qu'on rencontre son bonheur sur son chemin. Mais ce n'est pas en restant sur place, en restant dans son coin, se morfondre, à se plaindre qu'on va retrouver le bonheur. C'est juste ça, essayer de relativiser, voir la vie sous un autre angle que sous l'angle du désespoir, sous l'angle du malheur, sous l'angle de la peine.
Donc, toutes ces choses-là qui nous poussent plus vers le gouffre que vers la bonheur. C'est ça, en fait. Il faut se défaire de ces peurs-là. Et maintenant, chacun y va de sa méthode. Certains vont se réfugier dans la prière, d'autres vont se réfugier dans la musique, par exemple, d'autres vont se réfugier dans la lecture, par exemple. Donc, c'est juste pour dire qu'on a d'autres moyens pour surmonter ces désillusions, pour surmonter ces peurs, pour surmonter ces doutes, pour surmonter ces malheurs, que de se morfondre, que de voir couper de toute activité humaine, se couper de la vie. Il faut vivre qu'on est en vie, c'est ça, en fait. Il faut vivre. Et nous sommes en ligne avec Germaine Chantal Yamnikeu, que je salue, et Ange Nancy, qui, par exemple, effectivement, qui illustre bien la question que je posais à Dessa, qui nous dit, lorsque mon présent est constitué de larmes aux yeux, et comment savourer ce présent quand je programme et souris quand je programme l'enterrement de ma sœur. Je veux dire que à l'image, à l'instar de ce que vient d'évoquer Viviane, justement, Ange, ce présent, et c'est bon, elle a déjà répondu, je ne vais pas peut-être lui faire répondre, mais je vais quand même la laisser d'abord réagir à ces propos d'Ange Nancy. Est-ce que tu les as entendus, Viviane? Ok, elle dit que mon présent avec les larmes aux yeux, comment sourire quand je programme l'enterrement de ma sœur. Moi, par rapport à ça, je lui dirais de repenser au bon moment qu'elle a eu à passer avec sa sœur. Au bon moment qu'elle a passé avec sa sœur. Parce que nous, en tant que, moi, dans ma foi, par exemple, on dit que la mort, ce n'est qu'un au revoir. C'est l'espérance de se voir dans une autre vie. Donc, il faut penser au bon qu'elle a passé avec sa sœur, prier pour elle, prier pour son âme, mais également se dire que, en tant que, je ne sais pas, chacun a ses croyances, mais en tant que croyant, se dire que ce n'est qu'un au revoir et que toujours on va se retrouver dans une autre vie parce que nous croyons en une vie ailleurs, une vie future. Donc c'est relativisé. C'est ce que je disais. Ne pas garder les larmes, se morfondre, pleurer toujours. C'est dur, c'est certes. Mais il faut voir le bon côté des choses. Repérer au bon moment, se passer avec sa sœur. Et voilà, et relativiser les choses, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Parce que on est vivant, et il faut rester vivant. On ne peut pas passer son temps à se morfondre pour quelqu'un quand quelqu'un est parti. Donc, on ne peut pas passer toute sa vie, tout le restant de sa vie à se morfondre parce que on a une vie également à vivre. C'est ce que je disais, vivons notre vie tant qu'on est vivant. Donc, prier pour elle, relativiser, penser au bon moment, passer ensemble et ne pas sécher ses larmes, comme on dit. Il faut sécher ses larmes, trouver des occupations, quelque chose qui peut aider à tourner la page, à avancer et à évoluer. Voilà, c'est ça. Peut-être que à l'endroit d'Ange, ce que je pourrais ajouter effectivement, c'est dire que il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons rien faire. Il faut avoir la modestie de les accepter. C'est une forme d'orgueil. Oui, c'est une forme d'orgueil de vouloir résoudre un problème qui n'est pas à notre niveau. Et justement, cet orgueil nous empêche d'être en paix et d'être heureux. Je veux dire, nous ne pouvons empêcher personne de mourir, en tout cas, surtout lorsque la personne est déjà morte. C'est déjà fait. Donc, nous morfondre n'enlève rien, ne ramène pas la personne. Être triste, c'est bien sûr une chose, mais accepter, relativiser, c'est une autre démarche, justement ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que vous pouvez, Viviane l'a très bien dit, choisir de célébrer la mémoire de votre sœur. Vous pouvez, c'est-à-dire que c'est le verre à moitié plein dont elle a évoqué. Lorsqu'on a perdu quelqu'un, on ne peut plus rien, mais on peut décider à partir de ce moment de chérir les bons moments vécus avec la personne et de transmettre la force de cet amour-là aux survivants.
et de le transmettre aux enfants, à faire des activités, prendre de nouveaux engagements et célébrer la personne. Donc, ce sont, en tout cas, ce que nous voulons dire, la question de vivre l'instant présent dans la plénitude, c'est juste un rapport aux choses, c'est une façon de se positionner. Nous allons un peu parler, je reviens dans le livre, hein, je salue tous ceux qui nous rejoignent, Marie, Désiré Wanzi, Tanali, Jukta aussi, et je suis en train de parler avec notre sociologue et romancière Viviane Solange du bonheur de la liberté. La liberté, n'est-ce pas? Ça, c'est le grand moment sur notre continent, hein, sur notre Afrique. La question du bonheur, la question de cette liberté, la question de cet engagement. Comment vivre déjà un instant présent compliqué, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'avec des politiques africaines, avec des dirigeants qui semblent faire l'inverse de ce qu'il faudrait pour le peuple, c'est aussi un challenge là. Hein. Oui, ça c'est à un autre niveau. Du point de vue politique, comment font nos dirigeants, comment ils gèrent le pays, ça c'est à un autre niveau. On peut vivre sa vie, vivre l'instant présent, vivre son bonheur, mais en tant que citoyen, ce qu'on peut faire, c'est déjà s'engager, parce que pour changer les choses, il faut que les gens pensent à s'engager, mais Il faut s'engager ne suffit s'engager. pas. Voilà, il faut, au-delà de s'engager, il faut non seulement défendre les causes, mais également aller comment dirais-je, aller vers la quête de cette Afrique-là, de cette liberté-là, si c'est liberté d'opinion, si c'est liberté de penser, il faut aller à la quête, se battre pour ça. Ça, c'est pas des choses qui sont données. Et l'expérience a montré que nos dirigeants, souvent, ils grignotent sur cette liberté-là des populations ou des peuples. Quand on leur laisse le loisir de faire, ils peuvent restreindre ces libertés, ils peuvent grignoter ces libertés-là. Et maintenant, c'est au peuple de se battre, de se défendre pour qu'on ne restreigne pas leur liberté, pour qu'on ne leur vole pas cette liberté-là. Et cette liberté de penser, cette liberté de parole, cette liberté d'opinion qui est essentielle pour une démocratie. Parce que sans ça, on ne peut pas parler de démocratie. L'histoire a montré que dans beaucoup de nos pays africains, c'est là où le bas blesse. Les populations ont beaucoup de libertés restreintes qui font qu'ils ne peuvent pas pleinement profiter de cette liberté d'agir et de faire comme il se devait. Maintenant, trop de liberté aussi tue la liberté, comme on dit. Donc, en toute chose, il faut un équilibre. Il faut voir là où cette liberté-là commence et là où elle s'arrête. On dit souvent la liberté des uns s'arrête là où commencent les autres, mais je dirais que la liberté des gouvernants s'arrête là où commence la liberté du peuple et celle du peuple également commence celle des gouvernants. Il faut que chacun respecte l'autre afin que la cohabitation soit bonne. Parce qu'après tout, le gouvernant a été élu par le peuple et pour le peuple. Donc, il doit agir en cohérence avec les intérêts du peuple et non pas ses propres intérêts. Ça, c'est très important. Et c'est au peuple de se défendre. Quand ils voient que leurs libertés sont bafouées, quand ils voient que leurs libertés sont volées, c'est au peuple de se libérer, de se lever pour lutter, pour retrouver leur liberté. Personne ne le fera à la place de nos populations. Personne d'autre ne le fera à la place de nos peuples. Et c'est pour cela que nous devons nous engager, mener le combat quand il le faut. Et voilà, se laisser abattre, laisser les bras aussi. Ça aussi, c'est ça. Pour le peuple africain également, ils doivent tenter de vivre l'instant présent. Moi, je le dis souvent. Souvent, nous sommes dans des combats qui ne valent pas d'être menés. Et dans la vie, tous les combats ne valent d'être menés. Moi, je pense que nous perdons souvent trop de temps à notre passé. Nous sommes trop ancrés dans ce passé-là à alors, le passé, nous sommes présents.
Nous avons une instabilité avec la connexion. Nous sommes à Dakar. Oui, avec Solange, donc ce n'est pas évident. On était justement, on parlait de cette, justement, en entendant parler de cette nécessité j'allais dire, de pragmatisme aussi, hein, d'être réaliste, de faire avec son temps, parce qu'effectivement, tu as raison, le passé appartient à l'histoire. Comme dirait quelqu'un, le futur est un mystère, mais tout ce qui compte, c'est le présent. Et le présent, comme un cadeau, il faut l'accueillir et vivre. C'est d'ailleurs ce que nous étions en train de dire. Et cela suppose probablement aussi une forme d'authenticité, c'est-à-dire que je fais un lien effectivement entre l'engagement personnel et le projet collectif. C'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes, nous soyons en adéquation avec les combats que nous pouvons mener. Parce que parfois, nous menons des combats un peu excentrés, un peu comme hors sol. C'est-à-dire que nous portons des idéaux que nous n'incarnons pas. Et ça, c'est parfois un problème. Et voilà pourquoi parfois nous ne ressentons pas la nécessité de nous engager. Parce qu'en fait, ça ne nous concerne pas. On ne fait pas corps avec son combat. Non? Exactement. Et c'est ça le problème principal de nous les Africains. Comme tu l'as dit, on ne fait pas corps avec notre combat et nous portons des idéaux qui, même s'ils nous concernent, c'est pas. Est-ce que nous nous posons la question si ce sont les vrais idéaux que nous devons défendre? Est-ce que c'est là où se trouve l'urgence du moment? Est-ce que c'est ça qui nous convient? Est-ce que c'est ça qui nous fera avancer? Parce que ce sont les bonnes questions que nous devons nous poser. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en retard, nous sommes à la traîne, nous peinons nous peinons à répondre ou résoudre certains problèmes cruciaux qui se posent à nous sur le continent. Mais quand je me dis que nous passons à côté souvent de nos propres combats, et que ces combats-là sont guidés par des idéaux, mais est-ce que ce sont les bons idéaux que nous portons? Est-ce que ce sont les idéaux qui nous permettent de notre combat et d'aller de l'avant et de relever les grands défis qui se posent à notre continent? Nous avons beaucoup de défis à relever, notamment le défi de la jeunesse, le défi du développement, le défi de la liberté, de la partie. Nous avons beaucoup de défis à relever, mais est-ce que nous portons de bons idéaux? Là, se trouve la bonne question. Donc, j'espère que nous trouverons la réponse à cette question d'ici la fin de l'émission. J'espère qu'on trouvera la réponse. Si on ne trouve pas d'ici la fin de l'émission, on va reprogrammer une prochaine émission jusqu'à trouver la réponse. Nous n'arrêterons pas tant que nous ne trouverons pas. En tout cas, c'est aussi ça le dynamisme de la vie. C'est même important de ne pas avoir les réponses. C'est pour ça que la philosophie pense que les questions sont plus importantes que les réponses, parce que dès que vous avez trouvé les réponses, vous croisez les bras, vous ne faites plus rien. Il faut être justement aussi dans cette satisfaction pour pouvoir garder du dynamisme à la vie. Ça rejoint d'ailleurs l'idée que tu évoquais selon laquelle des situations difficiles comme celles que vivent Ange Nancy ou beaucoup d'autres personnes en ce moment ne doivent pas être vécues comme étant une finitude. C'est justement un aspect de la vie. C'est parce qu'on le vit comme si tout s'arrêtait, le monde s'écroulait, alors que le monde ne s'est jamais écroulé, le monde ne s'écroulera jamais. Il faut toujours vivre les événements comme de l'eau qui se rajoute au moulin, comme quelque chose qui doit nous reprojeter vers une nouveauté. Ce n'est pas ça? Oui, exactement. J'ai pas bien saisi parce que la connexion n'est pas très bonne. Oui, la connexion est très instable. En tout cas, oui. La connexion était instable. En tout cas, j'essayais de ramasser l'idée que tu as évoquée. Mais par contre, je vais continuer. Ceux qui sont en ligne nous ont mal compris. Mais ce que j'étais simplement en train d'évoquer, c'est que la vie est aussi faite de ce qu'on peut appeler de cette insatisfaction. C'est-à-dire que on ne peut pas vivre la vie aussi comme si tout doit marcher à merveille. Je ne sais pas si Viviane m'entend. Peut-être pas, la connexion n'est pas bonne. Mais bon, on aura l'occasion de revenir sur cet aspect-là si on le peut. Salut Carole Kéanfé, bienvenue dans le programme. Je vous prie de partager cette émission dans les différents réseaux, s'il vous plaît, parce que moi, je veux bien partager, mais c'est un peu difficile de partager tout en
l'interviewant tout en discutant en même temps. Donc, c'est votre travail. Il faut qu'on solidarise. Il faut que chacun fasse sa part. Moi, je fais ma part, qui est de discuter avec Solange, et vous faites votre part de partager dans différents réseaux. Nous sommes en train de parler du bonheur de la liberté, et comme vous êtes rendu compte, tout tourne autour de l'instant présent, parce qu'elle l'écrit tout à fait dans son livre. Et je pense qu'elle va l'évoquer avec nous, que son héroïne doit comprendre finalement qu'il faut saisir le moment présent et profiter de chaque instant qui lui est donné, de vivre avec les gens qu'elle aime, et que le bonheur, c'est être libre, se défaire de ses angoisses et de ses souffrances qui l'enchaînent. Justement, c'est de ça que j'étais en train de parler, et vivre en accord avec elle-même et avec le monde qui l'entoure. Et pour y parvenir, lui a fallu donc apaiser la tempête de son âme afin de retrouver une paix intérieure. Viviane, maintenant, peut-être que tu m'entends mieux, c'est ça? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends maintenant? La voix est saccadée. Je perds quelques... Oui, saccadé. C'est une question de connexion. Oui, je t'entends, mais c'est saccadé. Oui, je perds quelques mots quand tu parles. C'est saccadé. Mais je ne sais pas si je peux répondre à la question parce que si j'ai bien compris, oui. Vous parlez de la vie de Sarah, comment elle est parvenue à comprendre qu'il lui fallait vivre l'instant présent. Moi, oui. je dis souvent que le fleuve de la liberté, c'est le voyage sur le fleuve de la vie de Sarah, qui n'est pas très, très tranquille. Et Sarah va connaître beaucoup de désillusions, elle va connaître beaucoup d'incertitudes, elle va connaître beaucoup d'angoisse, mais finalement, elle comprendra que le bonheur se trouve en elle-même, que le bonheur est intrinsèque à elle-même. Donc, elle a toujours couru derrière ce bonheur-là, croyant que le bonheur dépendait de facteurs extérieurs. Mais finalement, elle comprendra que ce bonheur était vraiment à portée. Elle était à portée d'elle, mais qu'elle était en elle-même d'abord. Et qu'il fallait qu'elle commence par vivre l'instant présent, qu'elle profite des bonnes choses qui lui ont été données de vivre avec elle-même et avec sa famille. Donc, c'est ça, en fait, le bonheur de la liberté. C'est un cheminement, c'est un questionnement sur la vie, sur le bonheur, sur la liberté. Donc, c'est quoi être libre? Parce qu'on ne peut pas être heureux sans être libre. Et c'est quoi être libre? Là, il ne s'agit pas de libertinage, comme pour certains pourraient le croire, mais être libre, c'est se défaire de ces angoisses-là, se défaire de ces peurs-là, se défaire de toutes ces choses qui l'enchaînent et qui l'empêchent de profiter pleinement de sa vie. Donc, c'est ça la Justement, en t'entendant, auquel ça arrive, c'est ce qu'elle va comprendre. En t'écoutant, justement, je me dis, oui, il peut nous arriver de mener il peut nous arriver de mener des combats, de grands combats même pour la liberté, sans être libre soi-même. Il faut d'abord commencer par se libérer soi-même, en fait, afin de mener des combats pour la liberté. J'ai souvent entendu, moi, j'ai toujours un modèle qui, pour moi, est Martin Luther King, qui est, pour moi, le modèle de l'homme qui se bat pour la liberté et donne de sa vie. Mais c'est d'abord quelqu'un qui était libre. Il s'est libéré de ses propres angoisses, même de ses propres colères, même de ses propres, de sa haine vis-à-vis de ses bourreaux. Et on ne peut pas lutter pour la liberté sans être soi-même libre. Exactement. Je dis souvent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne donne que ce qu'on a. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Au lieu, avant de lutter pour la liberté des autres, il faut commencer d'abord par être libre. Il faut comprendre d'abord ce que c'est libre. Et quand on n'est pas libre, on ne peut pas comprendre ce que c'est que la liberté. Et dans ce cas, ce sera difficile de pouvoir lutter contre la liberté. Et c'est ça le travail que j'oublie de faire souvent. C'est un travail interne en soi.
il faut se libérer d'abord de ces démons, se libérer de ces angoisses, se libérer de ces choses-là pour pouvoir les transmettre dans la réalité. C'est vrai que Martin Luther King, il a beau être le chantre de la liberté, il a beau lutter pour les droits des peuples noirs d'Amérique, mais est-ce que lui-même, au fond, il était libre? Il y a ça aussi. Ces questions-là méritent d'être posées. Est-ce qu'il était en adéquation avec lui-même? Parce que être libre également, c'est être en parfaite adéquation avec soi, c'est être en cohésion, en parfaite cohésion avec soi-même, avec ses valeurs, avec sa propre personne d'abord. Donc, et ça, c'est important. Et je dis souvent, nous, les Africains, ça fait partie des choses qui nous retardent. Donc, nous sommes souvent ancrés ou bien nous sommes souvent dans des détails qui nous alourdissent. Ces détails-là ne nous font avancer. Je pense que ce sont des choses dont nous devons nous départir si nous voulons atteindre ce bien-être, cette plénitude que nous voulons avoir. Il faut que ça soit un travail à chaque individu, à chacun d'abord. Et c'est là que nous pourrons avancer ensemble en mettant en commun nos efforts, en mettant en commun. Mais que souvent, on voit que nous, les Africains, nous passons notre temps souvent à nous quereller, à nous jeter la haine entre nous. Et tout ça, ces comportements-là, partent de nous-mêmes. Ces comportements-là que nous transposons sur les autres partent de nous-mêmes. Et tant que nous ne serons pas départis de ces démons-là, nous ne pourrons pas avancer. Moi, je le dis, ça c'est clair. Il faut que nous apprenions d'abord à être bien en adéquation avec nous-mêmes pour pouvoir construire une société qui est en parfaite adéquation avec nos aspirations, avec nos ambitions et qui est en adéquation également avec notre tradition. Une société à l'image de ce que nous voulons qu'elle soit. Et ça, c'est pas une théorie, c'est pas en théorie qu'on pourra le faire. C'est en pratique et cette pratique-là devra être basée sur une cohésion. Sans cohésion, nous ne pouvons pas avancer. Et pour être cohérent, en cohésion avec nous-mêmes, il faut que nous soyons libres à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est un travail individuel que chacun devrait faire à son niveau pour qu'on puisse avancer. Donc, en effet, c'est cela, c'est se défaire de ses angoisses et de ses propres souffrances. C'est se réparer soi-même avant de vouloir réparer le monde. Et cette illustration, moi, je prenais l'exemple de Martin Luther King qui me parle parce que c'était quelqu'un qui, par exemple, était apaisé vis-à-vis de par rapport à la colère, vis-à-vis des autres, je veux dire à la haine. C'est-à-dire que parfois, nous voyons des gens très engagés, même sur le plan politique, qui se battent pour la liberté, mais qui sont habités par la haine, qui sont habités par la méchanceté, qui s'échappent entre eux, qui sont en colère entre eux, qui se trahissent entre eux. Ça veut dire que, pour rejoindre ce que tu es en train de dire, je pense que c'est habité par des sentiments profonds, par des aigreurs, par des blessures internes qu'on n'a pas d'abord pensé, qu'on n'a pas réparé, qu'on n'a pas soigné. Et pour le faire, il faut d'abord prendre soin de soi afin de prendre soin du monde. Et c'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se libérer soi-même avant de chercher à libérer le monde, à libérer les autres, à libérer notre société. C'est cette nécessité d'adéquation, de cette réappropriation de soi d'une certaine manière. Hein. C'est cette réconciliation avec soi-même d'abord, non? Et non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je rebondirai sur le dernier mot que tu as utilisé, réconciliation avec soi-même. Et ça, je pense que c'est nécessaire, c'est plus que nécessaire. C'est le point de départ, c'est le début. Nous, non seulement nous devons personnellement nous réconcilier avec nous-mêmes, mais je pense que même transposer au peuple africain, le peuple africain doit être réconcilié avec lui-même. Parce que souvent, nous dégageons des sentiments de haine,
des sentiments de méchanceté entre nous et souvent la haine par rapport aux autres dans le discours. C'est ce que je disais tantôt, nous sommes trop accrochés à notre pop. Et souvent ce passé-là, nous voulons le résoudre en transposant de la haine envers les autres. Et pour moi, nous devons être apaisés. Et être apaisé, c'est être libre. C'est se réconcilier avec nous-mêmes d'abord, avec notre passé, avec notre histoire, pour pouvoir être heureux, pouvoir construire cette Afrique-là dont nous rêvons. Moi, je dis toujours que sans ça, nous n'allons jamais y arriver. Il faut qu'on soit un peuple apaisé, un peuple en adéquation, un peuple réconcilié avec lui-même, mais un peuple qui est libre. Et c'est ça, être libre en quelque sorte. Il faut qu'on se défasse de ces choses-là qui nous enchaînent et qui nous empêchent d'avancer. Et ce sont ces choses-là qui ont pour nom la méchanceté, la jalousie, la haine, tous les sentiments négatifs-là. Et moi, je le dis souvent aussi, être libre, c'est se défaire de ça, de ces sentiments-là, même en tant que personne. Moi, je dis que nous devons cultiver l'empathie. Nous devons, comment dirais-je, nous devons cultiver bienveillance. Soyons bienveillants avec nous, avec les autres, à le commencement. Et c'est ça le rouge de ce roman-là. C'est un appel aux gens qui vont lire ce roman. Pour moi, c'est un appel que je dis aux gens de faire ce travail en interne, de se réconcilier avec eux-mêmes, de se départir de ces sentiments négatifs qui nous empêchent d'avancer, qui ne servent à rien. C'est de l'énergie négative qu'on transporte. Et ça nous pourrit non seulement notre vie, mais nous pourrissons également la vie d'autrui en développant ces pensées, ces sentiments-là qui nous poussent à nous comporter de manière également négative. Et c'est ça l'appel que je lance à tout un chacun. Et c'est ça le fil rouge du roman. C'est ça. Je veux que les gens fassent cette attention-là. Et essayer de se poser la question, que chacun se pose la question, quelle est ma conception du bonheur? Voilà. Et à partir de là, construire sa ligne, tracer sa ligne du bonheur. Et c'est ça que c'est à ça que j'appelle les gens à être apaisés. Et on ne peut pas être heureux en n'étant pas apaisé. On ne peut pas être heureux tant qu'on n'est pas apaisé. Moi, c'est ma conviction. On ne peut pas être heureux quand on a des sentiments de haine en soi. On ne peut pas être heureux quand on a des sentiments de méchanceté, de jalousie et autres en soi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ça l'appel quand même que je lance à tous mes lecteurs. Et j'espère que mon appel sera entendu par ceux qui liront ce roman-là. Et en tout cas, on peut transposer ça à une échelle plus grande. C'est ça. Tes lecteurs, de toute façon, auront affaire à différents thèmes et on n'aura peut-être pas encore beaucoup de temps pour examiner toute cette première partie que j'avais souhaité voir, toutes ces petites choses intéressantes. On aura l'occasion une prochaine fois de toutes les manières. Mais je voudrais dire que cet apaisement que tu évoques, tes lecteurs vont le retrouver dans le bonheur de la liberté, mais qui peut être aussi occulté et qui peut être aussi retardé ou ralenti, obstrué, empêché par des blessures internes. Tu as évoqué quelque chose qui me tient à cœur en ce moment. Nous parlions de la notion d'engagement et de ce désir de transformer les choses et de se mouiller. Il y a quelque chose qui me tient à cœur en ce moment, c'est la protection de l'enfance, la question du viol, notamment des enfants, bien évidemment, même des adultes, c'est quelque chose de très difficile, c'est abominable, faut vraiment éviter, il faut vraiment pas. Et donc, mais par contre, la question des enfants, c'est encore particulier. Nous tous, nous le savons que ce n'est pas bien, mais nous ne faisons rien pour que les choses changent véritablement. C'est ce que je voudrais dire. Je voudrais attirer l'attention parce que parfois, les enfants tombent dans le silence parce que j'ai vu cette évocation avec Sarah. Sarah, je pense que c'est doit être à la page 41, où Sarah a rencontré le frère d'un monsieur. Elle avait confondu à Jean, je crois.
et il avait pensé que c'était son frère, et non, c'était le cadet. Et en apprenant que ce monsieur était décédé, elle a senti un soulagement. Elle a senti un soulagement parce qu'elle avait une colère, hein. Elle avait quelque chose, elle avait eu haine en elle. Et donc, j'évoque cette scène où Sarah se remémore cette tentative de viol par un monsieur qui l'avait attirée alors qu'elle était petite fille, avec un bonbon. Je ne sais pas si Solange m'entend, mais elle doit bien savoir, même en écoutant un seul mot, savoir de quoi je parle. Exactement. J'ai ramené cette question-là parce que moi, je me dis que souvent, les gens nous oublient que quand on fait quelque chose à un enfant, l'enfant n'oublie pas. L'adulte peut oublier, mais l'enfant, en grandissant, garde ces choses-là en lui-même. Et c'est ce qui est arrivé à Sarah. Et c'est ça qui fait que moi, je dis souvent aux gens, respectons les enfants, soyons bienveillants avec les enfants, prenons les enfants comme nous-mêmes. Ne nous disons pas que nous sommes face à un enfant, nous avons un ascendant sur cet enfant-là, qu'on est en droit de lui faire tout ce qu'on veut, de le brimer, de lui faire que l'enfant n'oubliera pas. Et c'est ce qui est arrivé et souvent, quand on voit les enfants traîner dans la rue, moi, quand je vois beaucoup d'enfants traîner dans la rue, je me dis, qu'est-ce qu'on est en mesure ou qu'est-ce qu'on est en train d'inculquer à ces enfants-là? Parce que l'enfant par l'enfant. Et Sarah a vécu cette tentative. Elle en a développé face à ce monsieur-là. Et quand elle a appris que le monsieur était mort, au lieu d'être triste et désolée, au contraire, Sarah était soulagée d'entendre que la personne était morte. Et ça, c'est pas normal normalement. Quand on entend que quelqu'un, une connaissance est décédée, on devrait être triste pour elle ou il. Mais Sarah, c'est parce que Sarah a vécu une chose qu'elle n'oublie pas avec ce monsieur-là. C'est une histoire de dire aux gens aussi, soyons indulgents avec les enfants, soyons bienveillants parce que l'enfant retient. Nous tous, nous sommes passés par là. Souvent, on a vécu des choses avec des personnes âgées, adultes, étant enfant, grandissant, quand on revoit la personne, c'est ces choses-là qui nous reviennent à l'esprit. La personne a beau oublier, mais nous, on n'oublie pas, l'enfant n'oublie pas. Et c'est également un rappel, un cri du cœur que je lance aux gens pour les appeler. L'enfant, c'est un don de Dieu. L'enfant, c'est un don de Dieu. Donc, moi, je suis contre les mots qu'on met sur le dos des enfants. Tout ce qui est sévice, tout ce qu'on fait, le mal qu'on fait aux enfants, moi, je suis contre et j'en appelle aux gens d'être plus indulgents envers, même si ce sont nos enfants aussi, parce qu'il y a des parents qui ne sont pas du tout indulgents envers leurs enfants. Même si ce sont nos propres enfants, soyons indulgents avec eux, parce que demain, nous pouvons, ce que les enfants seront demain dépend de nous. Nous pouvons en faire des monstres comme nous pouvons en faire des anges. Et voilà, donc, la manière dont nous traitons les enfants définit les relations que nous aurons avec ces gens-là demain. Donc, c'est une manière de lancer un appel aux gens aussi pour qu'ils soient beaucoup plus indulgents avec les enfants. Pour les enfants, que les enfants, ce sont un don de Dieu et c'est nous qui devons les protéger, c'est nous qui devons en prendre soin. Et voilà, c'est ça en fait. Bonne année à Seoud Ahmad Douga qui nous rejoint et qui nous salue. Bienvenue aussi à Suzanne Rose qui est à Yaoundé. Je salue Jeanne Sia et tous les autres. Mokokwa Désiré également qui est avec nous. Je salue. Nous sommes avec Viviane Solange Bang. Nous sommes à Dakar. Je pense que la nuit commence à tomber à Dakar et qu'on va éclairer la pièce parce que c'est un peu plus noir là. C'est possible d'éclairer un peu, Viviane? Nous avons quelques soucis de connexion ici, mais tant bien que mal. Pardon? Si c'est possible, elle va rajouter l'éclairage dans la pièce parce que effectivement la nuit tombe à Dakar et nous allons nous acheminer vers la fin de cette émission. Nous allons revenir dans les prochaines semaines, bien sûr,
en fonction de disponibilité, parce que nous sommes en train de parcourir ce livre, Le bonheur de la liberté. Nous sommes en train de nous balader dans les questions sociétales, parce que vous savez, elle est sociologue, hein, Viviane, mais elle est romancière, elle vit aussi dans une société qui est celle-là, qui est actuelle, et qui est cette société africaine, avec des rites, avec des pratiques, avec ces belles petites choses que nous négligeons. C'est-à-dire que je voudrais évoquer notamment ce nom de l'enfant qu'on lui donne juste au moment du sévrage. C'est-à-dire que il y a plusieurs façons de nommer l'enfant, et ça veut dire que l'enfant prend des noms à plusieurs étapes. Dans une tribu chez les Himba, je crois bien, c'est en Namibie, je crois que la dernière fois, c'est par exemple là-bas, on ne donne pas le jour de naissance de l'enfant n'est pas du tout la date de l'accouchement. Ce n'est même pas non plus la date de conception de l'enfant, en fait. Hein. Et en fait, le jour, la naissance, le jour de naissance, la date qui est considérée comme la date de naissance d'un enfant, c'est le jour où sa maman a eu le projet d'enfanter, elle a eu le désir, et ce jour où lui vient ce désir, elle va à l'ombre d'un grand arbre, elle s'assied, elle fait le calme en elle, elle médite jusqu'à ce que monte en elle une chanson. Il faut que monte en elle un chant. Et ce chant, c'est celui qui va accompagner cet être pendant toute sa vie. Et ça, c'est le jour de naissance de cet être, en fait. De manière que ce chant, elle rentre, elle apprend ce chant au monsieur avec qui elle va s'accoupler pour poursuivre le projet. Et avant l'acte, elles exécutent ce chant et ensuite, pendant toute la grossesse, elle apprend ce chant à toutes les gens, à toutes les mamans, à toutes les vieilles dames du village, à celle qui va accoucher. Et ce chant est celui qui va accueillir le nouveau-né au moment de sa naissance et qui va ensuite l'accompagner dans toute sa vie. C'est-à-dire qu'à chaque étape, lorsque cet enfant, il lui arrive quelque chose, par exemple, même un inconnu, si on peut dire, dans le village, lui chante sa chanson et ça le répare, ça le restaure, ça le rassérène, il se sent mieux. Et des moments difficiles, comme des moments positifs d'ailleurs, c'est-à-dire que même le jour où cette personne devient, par exemple, adulte et commet quelque chose de grave, de ce qu'on peut appeler d'irréparable même, le village se rassemble autour de lui et le met au milieu et ne se contente pas à lui trouver une sanction simplement ou bien à l'invectiver, on lui chante sa chanson. On lui chante son chant parce qu'on sait qu'en lui chantant ce chant, ça crée en lui de sentiments positifs et ça lui donne envie d'être meilleur. Et en tout cas, de fil en aiguille jusqu'à son mariage et même le jour où cet être meurt, c'est encore ce chant qu'on exécute pour l'accompagner dans l'autre vie. En tout cas, c'était pour dire que la richesse de la culture en Afrique, et quand j'ai vu donc le cas de cet enfant à qui on lui donne un nom peut-être à la naissance, mais aussi c'est au moment du sevrage. Et en fait, ça se passe pas comme ça partout. Je vais dire, j'allais dire que c'est original, non, c'est étonnant, c'est surprenant, c'est voilà. De quoi il s'agit? Comment ça se passe? Oui, j'ai essayé en fait de m'inspirer de ma culture. Moi, je suis d'une ethnie qu'on appelle les Hutus, ici au Sénégal. Nous ne sommes pas très, très nombreux. Nous sommes les comment? J'ai pas entendu le nom. La connexion m'a les pas permis de bien comprendre. Les? Les Ndoutes. Les Ndoutes. 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 Est-ce Ndoutes. que j'ai bien prononcé Ndoutes? N-O-U-T. N. Les Ndoutes. Les Ndoutes. Ça s'écrit N. OK. Oui, N-D-O-U-T. Oui, les Moutes. C'est ça? Oui, voilà. Donc, nous sommes classés parmi les Sérères. Ah, d'accord. Nous sommes classés parmi les Sérères que vous
j'imagine que vous avez déjà entendu. Si vous Oui, on si entend vous parler connaissez de un peu le Sérère, Sénégal, oui. vous avez entendu parler. Voilà, nous sommes classés parmi les Sérères. Et ça, c'est dans ma tradition, dans ma culture. Vous savez, nous Oui, croyons à la réincarnation. d'accord. Du village. À la lisière du village, il y avait des baobabs ancestraux. Et quand un ancêtre mourait, on disait que son âme allait se réfugier dans le baobab, dans Oui. l'attente d'une réincarnation. Donc, souvent, Mhm. que quand un enfant naît, c'est l'esprit d'un ancêtre qui entre en lui et qui sous une autre forme, c'est-à-dire à travers cet enfant-là. D'accord. Maintenant, souvent à la naissance, oui, à la naissance, on ne peut pas savoir si c'est tel ancêtre ou pas. Et c'est au bout d'une semaine, souvent, qu'on fait des rites pour pouvoir déterminer, voir. Mais il arrive que l'enfant, arrivé à une certaine étape de sa croissance vers 1 an, par exemple, ou quelques mois après la naissance, développe un mal. Donc, souvent, ce sont les yeux qui font mal. C'est comme la conjonctivite. Et quand ça arrive, souvent, les parents peuvent soigner. Au départ, ils peuvent ne pas savoir. Après avoir soigné, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Souvent, on leur dit, allez voir au village, on va vous faire une célébration pour voir quel est l'ancêtre qui revient à travers cet enfant-là. Et ça, il y a un rite qu'on fait. Maintenant, le rite, moi, j'ai décrit le rite, mais ce que j'ai mis dans le livre, c'est pas forcément comment les choses se passent. Parce que je dois rappeler également que c'est pas une œuvre anthropologique. Donc, j'ai Non, essayé c'est moi, de bien sûr, c'est un voir. roman, mais il y a des Il choses y qui a certaines m'intéressent. parties C'est pour ça que je m'arrête là-dessus pour apprendre, pour savoir. Voilà. Mais Mais, et en le plus, rite du nom, ça existe bien les dans ma culture. en tout cas, c'est ça qui fait le charme de l'œuvre, en tout cas de Voilà, mon donc point de on vue. cherche à Peut-être, travers. alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que dans un roman, c'est ça qui fait la J'ai richesse perdu, de ton roman. j'ai perdu la rue. Est-ce que tu m'entends? J'étais en train de vouloir Oui, expliquer que c'est ça qui fait le charme d'un roman oui, aussi. C'est-à-dire que chacun y tire les fils, les ficelles qui l'intéressent. Euh, une personne va réécouter, va lire l'histoire de cette jeune fille Sarah et de l'entrelarder comme ça, des vocations culturelles, de faits anthropologiques, c'est très intéressant. En tout cas, pour moi, en plus, ça me réjouit absolument. C'est pour ça que je m'arrête là-dessus. Même c'est bien sûr un roman, ce n'est pas du tout un travail d'anthropologie, mais c'est justement cette authenticité qui doit aussi nous caractériser. C'est-à-dire que lorsque nous racontons une histoire, en tout cas, cela participe à ma démarche d'écriture personnellement, elle doit être située dans un lieu. Même si on ne s'étale pas, on doit raconter. C'est pour cela, c'est aussi, ça participe aussi de cet apaisement de l'homme noir dont on évoque. Savoir être soi sans vouloir trop en montrer, mais être soi, c'est mieux s'accepter, mieux se connaître, se réconcilier avec soi, parler de soi sans que ce ne soit forcément pour montrer quelque chose, mais pour échanger, j'en sais rien, non? et je suis d'accord avec toi. Et c'est ça que je voulais. En fait, comme étant issue d'une ethnie un peu minoritaire, j'ai voulu quand même mettre l'accent sur ma culture, sur ma tradition. Parce que souvent, les gens, quand ils me voient, souvent certains me disent que toi, tu es une toubab, ce genre de trucs-là. Alors que c'est faux. C'est faux. C'était une manière pour moi également de mettre en avant ma culture, pour leur dire que on a beau être moderne, on a beau être éduqué, mais n'empêche qu'on est ancré dans notre tradition, ancré dans notre culture. On a une part de soi qui reste. Et c'est là qu'est née cette envie même de, de montrer. Et c'est ça, nous croyons à l'incarnation. Donc, souvent, l'enfant naît
mon enfant, que ça soit mon enfant, l'enfant d'autrui, issu de notre culture. Nous disons souvent que c'est tel ancêtre qui revient. Et oui, la connexion ne nous permet pas d'avoir toute la belle qualité de l'échange que nous aurions dû, mais nous l'avons perdu en image, Viviane, mais on va la retrouver. Et j'en profite pour saluer Michaud et Samet qui est en confinement justement et va pouvoir écouter l'émission. On tend vers la fin, vous allez réécouter la vidéo et nous allons retrouver Viviane. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que c'est vraiment une personne avec des très belles qualités et l'échange avec elle est en tout cas, d'une succulence que j'apprécie toujours sans réserve. Carlito Kums, que nous retrouverons dans quelques jours pour nous faire le point sur le vaccin, justement, par le confinement. Je pense que nous serons ensemble mercredi pour parler du coronavirus et de vaccins, avec tous les questionnements que cela pose. Nous retrouverons probablement notre nutritionniste Anastasia jeudi. Elle sera avec nous jeudi pour faire le boulot, comme d'habitude. Je n'ai plus besoin de vous expliquer, pour nous accompagner aussi dans cette maîtrise de notre nutrition, gage principal de notre santé, n'est-ce pas? Nous allons, ce vendredi, nous aurons affaire aussi à quelqu'un, on parle beaucoup de culture aujourd'hui, vous avez vu avec cette sociologue, nous aurons vendredi, normalement, un blanc qui a fait ce voyage en Afrique, qui dit avoir découvert une part de lui-même, qui en a ressenti cet équilibre finalement qu'en se plongeant dans la culture africaine et que lorsqu'il vivait dans son pays, il sentait qu'il y avait vraiment quelque chose d'étriqué qui est, bon, voilà, justement, nous avons tendance à mépriser ce que nous sommes. Ce sera intéressant pour moi de comprendre la démarche de Lilier Mahop, qui est d'ailleurs aussi un très grand musicien. Il va nous parler de l'assiko, notamment, des musiques africaines, high life, de la musique d'Afrique du Sud. En même temps qu'il va nous traduire son itinéraire, il va nous faire comprendre qu'est-ce qui passionne tant, qu'est-ce qui l'a passionné et qui continue à le passionner dans cette approche africaine des choses, cette approche africaine que nous autres Africains, non, avons tendance à négliger, à tendance à ne pas à dévaloriser. Et puis, vous savez, dévaloriser, il y a parfois des survalorisations qui est un symptôme de dévalorisation. Hein, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui à un certain niveau, qui prétend être mieux que ce qu'elle est, oui, quelqu'un qui prétend mieux que ce qu'il est, c'est qu'il lui manque un certain apaisement. C'est aussi symptôme d'une certaine souffrance. Donc, c'est une Ange Nancy qui veut savoir. Donc, je vous dis, c'est aussi une inadéquation entre une surévaluation et une dévaluation ou bien une sous-évaluation. Nous allons voir peut-être que Solange nous entend. La connexion n'est pas vraiment des nôtres ce soir, mais ça va. On a vraiment eu un très, très bel échange. Et si elle se reconnecte, elle est en train de le faire, nous allons la retrouver pour conclure cette émission et nous allons pouvoir terminer puisqu'elle est là, tant mieux. Et nous allons la retrouver dans les prochains jours parce que la connexion sera certainement au rendez-vous cette fois-là et nous ne serons pas interrompus. Docteur Choco revient-il bientôt de Ange Nancy? Ben oui, on espère que Docteur Choco va revenir pour vous proposer la consultation médicale gratuite dans les prochaines semaines. Oui, bien sûr. En attendant, il a d'autres défis un petit peu à relever sur le plan personnel et on lui souhaite d'ailleurs beaucoup de courage là où il est. En attendant, donc, oui, Diane. J'ai reçu un appel, c'est ça qui a coupé la. Ah, je comprends. Du coup, le mérite de l'appel, c'est que tu es venu dans de meilleures conditions et puis le son semble être de meilleure qualité. On peut t'écouter sur ce que tu es en train de nous évoquer. Évoquer pour nous. Je disais tantôt, souvent, les gens ont tendance à stigmatiser quand nous, les intellectuels,
les gens ont tendance à nous stigmatiser et tout. Et moi, j'ai beau être en apparence une intellectuelle, comme on nous appelle entre guillemets, être éduquée, être moderne, mais n'empêche que j'ai cette culture-là, cet enracinement dans ma culture, dans ma tradition qui m'a été inculquée par mes parents. Et à travers ce roman, je voulais également montrer ma culture, ma tradition, parce que nous sommes minoritaires au Sénégal et beaucoup de gens ne connaissent pas qu'est-ce qui fait la particularité de notre culture, qu'est-ce qui fait la particularité de notre tradition, d'autant plus que nous sommes dans la catégorie qu'on appelle les sérères. Donc, alors que les sérères sont vastes, c'est un ensemble assez vaste, composé d'éléments souvent assez hétéroclites. Donc, il n'y a pas d'homogénéité dans cet ensemble-là qu'on appelle les sérères, qui est composé de voilà, qui est composé de sous-ensembles, c'est un groupe assez hétéroclite. Parmi nous, il y en a même qui ne se comprennent pas, nous ne parlons pas la même langue et tout, malgré tout, on nous appelle les sérères. Moi, je voulais montrer cette part-là qui fait mon originalité, parce que moi, je me dis que moi, je suis une doute, et c'est ça qui fait mon originalité. Je me réclame de ma culture, je me réclame de mon appartenance à ce groupe ethnique-là dont je suis fière d'appartenir. Et pour moi, c'était une manière également de montrer aux gens une partie de ma culture. Il y a une partie où je parle de Tiving. Tiving, en fait, c'est le chef-lieu de la commune du village. Et j'ai décrit ça comme c'était. Quand on vient vers Tiving, c'est une montagne, on descend, donc il y a du haut de la montagne, tu vois le village, tu vois le paysage. C'est très beau, c'est un endroit très très beau. Et j'ai voulu également mettre l'accent sur ça. C'est pour cela que j'ai amené Sarah à Tiving, pour pouvoir mettre en avant ma culture, parler de ma culture, montrer mon village. Et voilà, et ma fille d'appartenir à cette culture-là. En tout cas, comme je l'évoquais tantôt, c'est très intéressant de l'avoir fait, la preuve. Ça a capté toute mon attention. Je pense que ça rejoint mon champ de réflexion, de recherche. De toutes les façons, la question de l'identité, nous ne pouvons pas donner si nous n'avons rien. C'est-à-dire que il faut absolument se réconcilier, comme on a déjà dit, avec soi-même. Il faut bien être soi pour être aux autres de toutes les manières. La diversité, c'est parce qu'elle est mal pensée que c'est vécu de manière hégémonique ou de manière complexée. Je veux dire que la diversité, en fait, est de la vitalité. C'est ça qui fait bien évidemment le charme de la vie, qui fait le charme d'une société. Pas simplement pour des belles intentions, hein. Vraiment, parce que quand on sait s'en nourrir, on trouve que c'est un plus à notre existence. Et bon, je fais partie dans ma pratique, dans mes échanges, dans ce que je peux enseigner aux uns aux autres, de cette nécessité de vraiment s'ancrer profondément dans ce qu'ils sont pour pouvoir mieux aller vers les autres. C'est nécessaire, c'est absolu. Exactement. Et c'est ça que je défends, en fait. Il faut s'ancrer dans sa tradition. Moi, je dis souvent que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Moi, c'est ça qui me définit. Je suis sénégalaise, certes, mais parmi cette entité qu'on appelle sénégalais, je suis une doute et je suis sérère. Et dans cette entité qu'on appelle sérère, je suis une doute. Et c'est ça qui fait ma particularité. Et c'est ça qui fait mon identité. Quand je la perds, je me perds. Donc, c'est mon identité, c'est tout ce qui me restera quand j'aurai tout perdu. Donc, c'est pour cela que j'incite les gens à aller vers leur culture, à aller à la découverte de leur culture, c'est aller à la découverte de soi-même, c'est se retrouver avec soi-même. C'est ça aussi le bonheur, savoir qui on est, d'où on vient. Et c'est ça, on ne peut pas avancer tant qu'on ne sait pas d'où on vient, qui on est exactement, qu'est-ce qui nous a façonné, qu'est-ce qui est à la base de qui nous sommes. Et c'est ça qui fait notre identité, c'est ça qui fait notre particularité. Moi, ma particularité, c'est d'être africaine, d'être sénégalaise, d'être sérère et d'être doute aussi. Et j'en suis fière. Donc, et c'est pour cela que je tenais à partager avec tout le monde. Donc, cet aspect culture,
de partager avec tout le monde, bien que ce n'est qu'un petit aspect de la culture. La culture, elle est assez vaste, elle est assez large, mais ça, c'est un petit espace de ma culture que j'ai voulu partager. Et c'est important pour nous, les Africains aussi. Et les gens le savent tellement qu'ils touchent souvent à cette fibre-là pour nous titiller. Et souvent, nous tombons dans le piège quand les gens touchent cette fibre. J'ai vu tantôt, il y a, je ne sais pas si c'est Louis Vuitton ou qui, parmi les créateurs, qui a pris un pagne africain et y a mis ses imprimés. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, les Africains vont encore se lever, s'émouvoir, crier à la culturelle. Non, ça, ce n'est pas le débat. C'est pas le débat. Les gens le font parce qu'ils nous connaissent. Il y a quelqu'un, l'un d'entre eux, qui l'a déjà fait. Les gens veulent pour dire qu'il y a une appropriation culturelle, il y a toutes ces choses-là. Non, c'est pas là le combat. Laissons-les faire, mais nous, à notre niveau. Est-ce que nous qui crions à l'appropriation culturelle et tout ça, est-ce que nous sommes imprégnés de notre culture? Notre culture ne se limite pas à un bout de pagne. Ce bout de pagne est symbolique de notre culture, mais ça ne se limite pas à ça. Il faut aller au-delà de ce bout de pagne-là. Qu'est-ce qui a façonné ce bout de pagne? Qu'est-ce qui est en dessous, dans les profondeurs de ce bout de pagne-là? À quoi servait ce bout de pagne? Qu'est-ce qui a amené ce bout de pagne? Et ne pas se focaliser sur ce morceau de tissu qu'un grand créateur aura pris et façonné à sa manière. Non. Est-ce que nous savons ce qu'il y a derrière ce pagne? Moi, je peux faire un post sur Facebook, dire qu'il y a une appropriation culturelle, ils se sont pris de notre culture. Mais est-ce que je sais ce que signifie ce pagne-là? Je peux me lever et dire qu'un pagne africain, mais est-ce que je sais ce que ça signifie? Non, c'est pas ça le combat. Allons à la racine des choses. Nous de notre culture. Allons à la découverte de notre propre culture. Apprenons qui nous sommes. Et c'est de là que viendra notre salut. Parce que si tu ne sais pas, comme on dit, si tu ne sais pas d'où tu ne sauras pas d'où tu vas. Ou bien si tu ne sais pas où tu vas, reviens là d'où tu viens. Et c'est là-bas que tu pourras te renforcer. Tu pourras t'armer des bagages nécessaires pour pouvoir faire la société. Et c'est cet appel-là aussi que je lance au peuple africain, où que nous soyons en Afrique, sur le continent, ou que nous soyons dans la diaspora, à la recherche de notre culture. On peut s'enraciner et en même temps s'ouvrir. Cela ne nous empêche pas de nous intégrer à la culture de la société, là où nous vivons. Ça, c'est nécessaire. Il faut s'imprégner de cette culture-là pour pouvoir évoluer dans une société qui n'est pas la nôtre. Mais cela n'empêche pas également d'avoir une base qui est son identité, qui est sa culture. Et ça aussi, c'est important. Très intéressant. Tu dis, si tu t'es perdu, il faut revenir. Si tu ne sais pas où tu vas, reviens là où tu t'es perdu. C'est ça? Oui, si tu ne sais pas où tu vas, tu reviens d'où tu viens. Donc, c'est ça. Quand tu ne sais d'accord, tu reviens sur tes pas, en effet. C'est pas il ne faut pas, c'est pas la peine de se perdre davantage et de tourner en rond. Reviens sur tes pas et reviens là où tu étais parti. Et tu vas bien reprendre. C'est un peu ça? Bon, c'est pas effectivement revenir sur ses pas, mais d'où tu viens, tu peux prendre un autre chemin. Mais d'où tu viens, cela veut dire t'imprégner de ta culture, de ton identité, retrouver ton identité d'abord pour pouvoir avancer. Parce qu'il arrive à un moment où nous butons de face. Voilà. Parce que le seul lieu que tu connais très bien, de toutes les façons, c'est d'où tu viens. C'est-à-dire que moi, quand tu le dis, ça me projette dans mon village. Parce qu'à Banganté, moi, je dis la même chose. C'est-à-dire que quand je partais de la maison pour aller dans la brousse, à un moment, on ne sait plus si on doit continuer à aller à gauche, à droite. Le lieu le plus rassurant, c'est de retourner à la maison. C'est de retourner là où on connaît le mieux. Et on se réorganise pour prendre peut-être un autre chemin. C'est ça, c'est comme ça que j'essayais de visualiser cela. Oui, mais tu peux retourner à Banganté, mais pas physiquement, mais spirituellement. C'est ça le plus important. De toute façon, j'y suis, hein, je ne quitte jamais. Je ne quitte jamais. Voilà, je ne retourne jamais parce que je ne quitte jamais. Voilà, le retour d'où l'on vient, ça peut être spirituellement. Cela ne veut pas dire que tous les Africains doivent revenir en Afrique. Mais cela veut dire que c'est un processus uniquement spirituel.
C'est un Bien sûr. processus identitaire. C'est un D'accord. processus intrinsèque à l'individu, c'est-à-dire s'imprégner de ce qu'on est carrément, aller à la rencontre de sa culture, aller à la quête de la connaissance par rapport à son identité. Mais cela ne veut pas dire reprendre ses bagages et retourner à Bangangte au Cameroun, ni retourner à Moholan au Sénégal. Mais cela veut dire avoir cette connexion spirituelle avec ses Oui. ancêtres, cette connexion spirituelle avec sa culture, cette connexion spirituelle avec ses ancêtres. C'est ça, en fait, le retour à soi. Et ça aide aussi, ça aide, parce que savoir qui on est, c'est bien s'enraciner. Quand on est debout et quand on a les pieds bien enracinés sur le sol, quand la tornade vient, quand le vent vient, quand la tempête arrive, on n'est pas facilement déracinable. Donc, le vent ni la tempête ne nous amènent pas facilement. Et les racines qui nous permettent de rester debout sur terre, ce sont nos traditions, nos cultures. C'est ce legs de nos ancêtres-là. C'est cette image-là, en fait. C'est ça qui nous permet. C'est ce bagage-là. Et on doit se déplacer avec ce bagage-là qui nous permet d'être ferme et de ne pas être emporté par n'importe quelle tempête. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Alors, pour conclure l'émission, aujourd'hui, nous allons revenir sur toutes ces belles choses. Nous allons partir à Tivigne, justement, dans ces moments qui font que Sarah devienne une femme, de ce qui, on n'est pas une femme juste comme ça. Il y a tout un processus d'initiation, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Je pense que cela rejoint d'ailleurs l'hivernage, où les garçons reviennent de la circoncision et deviennent hommes. En tout cas, comment ça se passe à Tivigne, justement, pour les femmes En fait, par contre, et les garçons, bien sûr. Ça, c'est une partie qui est purement imaginée. Ça Oui, par contre, c'est quelque chose que j'ai imaginé en me disant que ça aurait été bien que, de la même manière qu'il y a la case des hommes, de la même manière qu'il y a ce rituel de la circoncision où les garçons, on les amène, on les forme à la vie également, on les forme oui, à beaucoup de choses, des pratiques oui, traditionnelles et autres. Moi, je me suis dit que ça aurait été bien également que les femmes soient formées pour qu'on les prépare à une vie de femme, à une vie, qu'il y ait ce rythme de passage de l'adolescence, de la jeunesse à la vie adulte. C'est mm. quelque chose que j'imaginais par contre. Ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment dans ma culture, dans ma tradition, mais c'est quelque chose, c'est parti de cette image-là. Je me suis dit que s'il y a la case de, pourquoi il n'y aurait pas la case de la femme? Donc, Justement, pas... c'est un très bon vœu. Et je pense que la prochaine fois, on va insister là-dessus. Et moi, c'est ce que je recommande aux gens. Il faut inventer des rituels, même pour des gens qui vivent en Occident avec leurs enfants. Il faut trouver des moyens, il faut les ancrer dans leur culture. Et effectivement, comme disait Vivien tantôt, c'est pas forcément en faisant de la valise, en voyageant, en allant au village. Ça peut faire partie, mais ça ne consiste pas qu'en cela. Mais vous pouvez leur faire les aider à s'ancrer sur le plan identitaire à travers beaucoup de choses et même pour les Occidentaux, pas simplement pour les Africains. Moi, je pense que nous vivons dans une société de plus en plus déconnectée, un peu superficielle, et c'est d'où un peu le malheur, le mal-être des gens, parce que nous avons tout misé sur le matériel. Il faut réintroduire du spirituel, il faut introduire du rituel dans la vie des gens. Il faut justement faire des rites et parmi lesquels, justement, moi, je trouvais cette inspiration très intéressante de penser que, comme dans nos villages, peut-être que ça se fait moins, c'est dommage, il y avait donc ce rite qui permettait justement à un garçon de comprendre qu'il passe à une autre étape, qu'il devient autre chose. Et on le voit lorsque vous faites cela avec un quelconque gamin, vous voyez bien le changement d'un jour à l'autre. En fait, ils reviennent quelques semaines après complètement changés. Et pourquoi ne pas le faire pour les filles, justement, et notamment vous, ceux qui vivent en Occident, il faut introduire du rituel, il faut
marquez la vie de vos enfants par des étapes comme ça. C'est ça qui les fonde à la vie, qui leur permet de devenir des hommes, des êtres complets. C'est ça que vient. Exactement. Je n'ai pas entendu la dernière partie de la phrase, mais je suis d'accord avec toi parce que moi, je me dis que dans notre culture, en Afrique, la femme joue un rôle important dans la culture. La femme joue un rôle phare dans notre culture africaine. Nous accordons beaucoup d'importance à la femme. Souvent, au niveau du temps des royaumes, il y a la reine qui était là, qui jouait un rôle important auprès de son fils le roi. Donc la reine-mère participait à la prise de décision et elle était la principale conseillère du roi. Et dans les cours royales également, on a vu le rôle que jouaient les femmes au sein de ces familles royales-là. Les femmes étaient le courroie de transmission de la culture, mais elles étaient également un facteur liant entre les familles. Parce que les familles royales, souvent pour entretenir le lien entre eux, envoyaient leurs enfants en mariage dans d'autres familles. Ce qui permettait de nouer des liens. Parce que quand la fille quitte une maison royale pour aller dans une autre, ça entraîne des liens qui font que deux familles-là, il n'était pas possible qu'il y ait des conflits. Donc la fille était un élément, la femme était un élément fédérateur. Donc elle a toujours été au de cette grande machine qu'est la royauté. Et pour ça, il faut préparer les femmes à cette vie-là, à cette vie de mère, cette vie d'élément fédérateur, à cette vie de courroie de transmission de la culture, parce qu'elles sont également les principales éducatrices des enfants. Et c'est pour cela que je me suis dit, pourquoi pas la case de la femme? Et cette case de femme aurait permis de préparer cette femme-là à être une épouse, à être une mère, mais également à être un élément fédérateur, à être un courroie de transmission de la culture. Parce que pour transmettre quelque chose, il faut déjà s'approprier de ça, savoir de quoi il s'agit. Et moi, c'est de là qu'est partie cette idée-là. Je me suis dit, ben, pourquoi pas intégrer ça dans l'ouvrage, même si ça n'existe pas. Il y a la case de l'homme, pourquoi pas la case de la femme? Parce que la case de l'homme joue un rôle très important dans la préparation future de l'homme. Ça fait du jeune garçon un futur homme. Et comme tu l'as dit, quand ils sortent de cette case de l'homme-là, ils deviennent presque même transfigurés. Ils changent littéralement. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont devenus de vrais hommes. Parce qu'ils ont été formés, ils ont été, et tout dans la plus grande, comment dirais-je, dans la plus grande confidentialité. Seuls ceux qui sont entrés dans la case de l'homme savent ce qui se passe là-bas. Seuls ceux qui sont entrés dans la case de l'homme savent quels sont les rites, les rituels et tout ça. Et ça crée également des liens forts entre ceux qui ont fait la case de l'homme ensemble. Mais pourquoi pas chez les femmes? Pourquoi pas chez les femmes? Peut-être que si les femmes avaient vécu ces rites-là, il y aurait eu moins de rivalité, moins de problèmes déjà au sein des familles. Et voilà, et les femmes pour mieux transmettre, jouer leur rôle de femme, d'épouse, de mère, d'éducatrice, de conseillère, etc. Parce que quoi que l'on dise, en Afrique, les femmes sont considérées. Même s'il y a, les gens se basent sur certaines pratiques pour dire que la femme africaine n'est pas considérée, mais ça, je dis que non, c'est faux. Il y a certaines pratiques qui vont à l'encontre de la liberté et des droits des femmes, mais cela ne doit pas faire occulter tout l'apport que les femmes font ou qu'ont au sein des ménages. Donc, et c'est ça que c'est un élément. Tous ceux qui me connaissent savent que moi, je suis pour la cause des femmes. Je suis une fervente défenseur de la cause des femmes. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ça également, ça part de cette envie-là de voir les femmes mieux imprégnées, mieux éduquées, mieux formées pour pouvoir transmettre la culture, la tradition, mais également les valeurs profondément ancrées dans notre société. En tout cas,
nous y reviendrons, nous en parlerons. Et d'ailleurs, parlant de ces choses, ces combats comme celui contre l'excision, d'ailleurs, je vais recevoir prochainement Kani Kouyaté, qui viendra donc nous parler de cela, de son engagement. Donc, je dis qu'on peut être contre certaines choses pas bonnes qui sont faites sur la femme, mais reconnaître quand même la place importante, centrale, la place presque vénérée qui est celle de la femme dans nos sociétés africaines. Il faut justement cette formation, cette connaissance, pourquoi pas justement cette case de la femme pour pouvoir les accompagner. D'ailleurs, je vais dire, et comme je disais tantôt à ceux qui nous écoutent, profitez-en, inventez des rituels, ritualisez la vie de vos enfants. Moi, par exemple, avec mes gamins, je vous donne un exemple comme ça, je choisis, par exemple, à un certain âge, de faire un long voyage, que j'appelle un voyage initiatique avec mes gosses. Donc, je prends un seul, et c'est la première fois de sa vie qu'il passe de très longs jours qu'avec moi, tout seul. Donc, déjà, rien que le long voyage, c'est déjà un parcours. Et puis, on discute ou on ne discute pas, parce que discuter, c'est pas forcément lui faire ingurgiter un certain nombre de trucs. On est juste présent ensemble. Et je peux vous dire qu'au retour, les autres, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'observe. En tout cas, les autres voient, ils me disent comment on a vu un avant et un après. Juste après un voyage, un long voyage avec un gamin. Donc, je vais dire ritualiser, il faut ritualiser, il faut introduire cette possibilité-là de la case des femmes et de ce parcours d'initiation dans la vie des gamins et vous verrez toute la différence. Nous saluons Rolène Benella qui nous rejoint lorsque nous sommes à la fin. Elle va réécouter l'émission, notre très chère Rolène. Et je voudrais, quand se termine, on va se donner rendez-vous pour poursuivre parce que c'est tellement beau, c'est tellement tout ce que chaque fil a tiré est magnifique. Moi, je voulais terminer la première partie avec toi, mais je n'ai même pas pu faire la moitié de la première partie du roman. Donc, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Je n'ai même pas fait la première partie. Oui, nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous allons bien sûr en reparler. Et avant de se séparer, je voudrais quand même dire que Viviane Solange nous rappelle à travers ce roman et aussi qui est un petit peu un partage de sa philosophie de vie, de son approche de l'existence, hein, qui consiste à prendre la vie comme elle vient. Et puis, si la vie ne vient pas, elle va aller la chercher. C'est ça? Oui, ça c'est mon slogan. Je dis que je prends la vie comme elle vient, mais si elle ne vient pas, je vais la chercher. Et ça c'est mon slogan. Sur Facebook, c'est ma phrase d'accroche. Sur WhatsApp également, c'est ma phrase d'accroche. Et c'est comme ça que je vis la vie. Je suis quelqu'une de très déterminée, quelqu'une de très audacieuse qui sait aller chercher ce que la vie lui doit. Et je me définis comme étant une battante. Quand j'ai une cause à cœur, je me bats pour ça. Donc, c'est pour cela que je dis que je prends la vie comme elle vient, mais je ne suis pas du tout résignée. Et si la vie ne vient pas, je vais la chercher. Je me bats pour ça. Et je lance un appel à tout le monde de se battre pour la vie. Elle vaut la peine d'être vécue. C'est aussi ça le bonheur de la liberté, d'avoir la liberté de prendre les choses comme elles viennent, sans être esclave des rêves, des principes, de l'imagination, des souhaits, des conjectures de toutes sortes. En tout cas, c'est aussi une forme de liberté de prendre la vie comme elle vient. Oui, c'est la meilleure forme de liberté, en tout cas pour moi. Donc, c'est la meilleure forme de liberté. Donc, la vie est là devant nous. Elle nous offre plein de bonnes choses et profitons-en. Profitons-en. Donc, tant qu'on a la vie, vivons, soyons, en fait, c'est ce que je dis souvent, soyons vivants. Vivons la vie pleinement et ne nous laissons pas abattre par les vicissitudes de la vie, par les problèmes, par les malheurs, par les illusions. Prenons la vie comme elle est. Elle n'est pas difficile. Et souvent, c'est nous qui la rendons compliquée. Donc, essayons de nous départir de toutes ces chaînes, toutes ces choses qui nous enchaînent. Et volons léger. Il faut voler léger, il faut voyager léger. Volons léger. Et on ne peut pas voyager si on a comme bagage de certaines choses. Donc,
Il faut se libérer de ces choses qui nous empêchent de voyager léger. Et plus on voyage léger, plus le chemin est facile et vivable. Parce que la vie, c'est un long fleuve. Si nous voulons que notre fleuve soit, le voyage sur ce long fleuve soit tranquille, nous devons nous départir de certaines choses. C'est à quelqu'un qui navigue sur une barque. Une barque ne peut pas tout emporter. On ne peut pas tout mettre dans une barque, sinon on risque de ne pas aller loin. Et la barque risque d'aller vers le fond, de se noyer. Et si nous voulons éviter de se noyer, faisons comme quelqu'un qui navigue avec une barque sur un fleuve. Choisissons ce qui est le plus important à emporter et laissons le reste. Et faisons comme si nous devons aller vivre sur une île. Nous sommes sur une barque, nous naviguons vers une île. Sur l'île, nous n'avons pas besoin de tout. Il faut savoir choisir ce dont on a besoin et ce dont on n'aura pas besoin. Et c'est ça, moi, l'image que j'ai de la vie. Et je souhaite à tout le monde de retrouver ce bonheur-là. Moi, en tout cas, je dis souvent aux gens, moi, j'ai retrouvé mon bonheur. Et voilà, je souhaite à tout le monde de retrouver son bonheur, de se départir de ces choses-là et d'être allégé, voyager allégé. Excellent. Et nous allons nous séparer là et nous allons poursuivre notre voyage dans le roman de Viviane Bang bientôt, dans les prochaines semaines. Nous allons nous redonner rendez-vous pour continuer ce pèlerinage dans le bonheur et la liberté de Viviane Solange Bang. Merci beaucoup pour ce bon moment. Je te laisse conclure, bien évidemment. Pour le dernier mot, c'est pour toi. Oui, moi, pour conclure, je lancerai un appel pour tout le monde, à tout le monde. Je vais m'inscrire dans le contexte et je dis aux gens, profitez de votre bonheur, mais protégez-vous. Soyez conscients de la maladie, soyez conscients des choses qui nous entourent. Protégez-vous, adoptez les mesures barrières. Donc, vivez votre vie, mais ne soyez pas inconscients. Donc, c'est une réalité. Protégez-vous. Prenez soin de vous, mais également prenez soin des gens que vous aimez et que chacun soit safe, comme on dit. Et c'est tout ce que je souhaite à tout un chacun. Donc, voilà. Et on se donne rendez-vous bientôt, j'espère. Et je vous dis, allez lire le roman et revenez-moi, j'attends vos retours. Donc, ce sera un plaisir de discuter avec tout un chacun de ce roman-là, qui est un bébé, un nouveau bébé pour moi. Donc, c'est mon premier roman. J'espère en écrire d'autres et d'autres encore. Et je te remercie à toi, Nana, aussi. Donc, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Tu m'offres cette opportunité-là de partager avec les gens que tu aimes, qui t'aiment. Et voilà, merci de partager ta plateforme avec moi pour m'exprimer sur mon roman, mais également sur ma culture, ma tradition, mes convictions personnelles également. Et ma vision de l'Afrique également. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et je fais également un coucou à tous ceux et celles qui nous suivent. Et je leur dis que je les embrasse très fort. Et un coucou particulier à Rolène, donc, que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour elle, beaucoup d'estime et d'affection pour elle. Et si elle nous suit, je lui fais un gros coucou et je l'embrasse très, très fort. C'est gentil. En tout cas, le plaisir des choses éphémères, bien sûr, réside dans le bonheur de les retrouver. Et on va les retrouver très bientôt. Hein. Merci encore. Et comment on dit en août, au revoir, à bientôt. Nicodé. On dit comment? Nicodé. Oui, Nicodé ou bien Nibalama. Nicodé. Oui, Nicodé. La connexion ne me permet pas de bien comprendre. Nicodé, c'est ça? Nicodé. Nicodé. Non, il y a la connexion qui fait que le son. Nicodé. Nicodé. Oui. Nicodé. Et puis, comment on dit merci? Era. Era, madame. Era. Era.
Merci. ERA, oui, ERA, E2RA. Era, ERA. era, era. Mhm. Ni Condé. ERA. Salut à tout le Sénégal, merci Dakar. À bientôt à tous. C'était le bonheur de la liberté de Viviane Solange Bareng.